Bonsoir chers amis, vous êtes sur PGR, je suis heureuse de vous retrouver pour l'émission Mondoscopie, 34e édition, mercredi 4 septembre 2024. Alors au programme ce soir, 3 points. Le premier, je vais vous parler de la révision en cours de la doctrine nucléaire russe. Pourquoi, comment, les risques. Deuxième point, ce sera un point de situation politico-militaire sur l'Ukraine. Ça va être le centre de cette émission de toute façon. Et le troisième point, qui touchera un peu le Moyen-Orient, ce sera de revenir sur l'un des récents discours de Sergueï Lavrov et aussi les questions auxquelles il a répondu à l'issue de sa rencontre avec son homologue yéménite. Mais avant tout cela, j'ai quand même quelques petits points pratiques à traiter et à traiter avec vous ce soir. D'abord, nous avons acquis, grâce à votre soutien, à vos dons, un certain nombre d'éléments matériels. Alors, il y a encore quelques petits réglages, c'est pas totalement parfait, et en tout cas pour moi, pour m'en servir, mais c'est en cours et je voulais vous remercier de tout ça parce que tout ça, c'est possible grâce à vous et au soutien que vous m'apportez. Nous sommes à près de 90 000 abonnés sur PGR, donc j'en suis ravie et je vous en remercie aussi. Peut-être que je vais gagner mon pari que j'ai fait avec vous d'arriver à 100 000 abonnés avant Noël. Et peut-être qu'on sera peut-être au-delà, qui sait, je l'espère. Le cercle PGR dont je vais vous parler tout de suite commence à se développer aussi déjà, et j'en suis ravie. Alors, nous avons mis, deuxième point, une fonctionnalité importante en place pour l'écho que peut avoir cette chaîne et aussi pour certains d'entre vous ici en France, c'est celle des sous-titres, donc des traductions possibles de mes propos en anglais bien sûr, mais aussi en arabe, en russe, en chinois. Donc pour ça, il vous suffit d'aller dans les paramètres de la vidéo que vous regardez et d'activer les sous-titres. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et en tout cas, ça devrait permettre à l'audience de se développer aussi un peu au loin. Troisième point, la semaine prochaine, il va m'être difficile, très probablement impossible même d'enregistrer de là où je serai. Je vous dirai là où j'étais à mon retour. Donc ce sera le 18. Mais donc la semaine prochaine, ça va être compliqué. Mais vous n'êtes pas abandonnés, évidemment non, je ne vous abandonne pas. Donc Mondoscopie et les clés du monde seront diffusées, seront mises en ligne, mais sur des sujets d'actualité un peu moins brûlantes, on va dire, un peu moins immédiates, mais tout aussi importants. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose pour vous. Voilà ce qu'il en est. Quatrième point, j'ai fait le troisième direct de PGR dimanche dernier et j'ai compris à certaines questions que certains d'entre vous s'inquiétaient de la création du cercle. PGR critiquaient l'idée même d'abonnements payants et croyaient qu'ils allaient perdre le contenu actuel de la chaîne. Alors, je veux vous rassurer, non seulement vous n'allez rien perdre, mais vous allez gagner des choses, à vrai dire. Le gratuit demeure, donc ce que vous avez déjà demeure évidemment, et il va s'enrichir dès fin septembre avec les entretiens géopolitiquement incorrects qui sont sur le fil gratuit de la chaîne que vous connaissez, sans avoir besoin de s'abonner au cercle. Mon premier invité est un homme de grande compétence et de grande expérience. Je pense qu'il vous passionnera, j'en suis certaine. Je maintiens encore un peu le suspense. Je vous dévoilerai son nom très vite, très bientôt. Mais en fait, il faut que vous compreniez que j'ai créé le Cercle PGR et lancé des abonnements car je veux proposer à ceux qui veulent soutenir le développement de la chaîne des contreparties concrètes, en fait, supplémentaires. Donc il y a déjà les clés du monde, thématiques, l'approfondissement de certaines questions. Il y aura donc le grand direct mensuel récapitulatif, a priori le dernier dimanche de chaque mois. Et dans un second temps, quand on sera déjà assez nombreux,
des entretiens que j'appelle a priori les entretiens très particuliers du cercle, mais ça, ce ne sera pas dans l'immédiat immédiat. Voilà. Et on me demande comment le rejoindre. Il y a pas mal de gens qui me posent la question, qui n'arrivent pas à s'inscrire, à s'abonner. Alors c'est tout simple, vous allez sur la chaîne, vous allez sur Accueil, puis sur Rejoindre, et là vous avez les 2 types d'abonnements qui vous sont offerts. Ou bien vous allez sur la dernière mondoscopie, sur la description, hein, qui est en dessous du titre, et là vous avez le lien avec une icône rouge, et une flèche vers Galacterus, je crois bien. Donc c'est voilà. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, ça n'est pas grave du tout. Et si vous souhaitez malgré tout, sans vous abonner, soutenir ponctuellement ou mensuellement, un peu plus au long cours, évidemment ce qui est mieux, mais enfin, la chaîne et tous ses contenus gratuits et d'une manière générale, l'aventure, sachez que le lien Tipeee est toujours là, que vous pouvez le faire quels que soient vos moyens, de 1 € à ce que vous voulez. Donc beaucoup moins que l'abonnement minimal ou beaucoup plus, si vous le voulez, si vous le pouvez. De toute façon, quel que soit le niveau de ce soutien et même si vous ne faites rien du tout, je vous remercie. Je vous remercie d'être là, de regarder, d'écouter, d'être fidèle, et je remercie aussi ma petite équipe parce que toute seule, je ne saurais pas faire. Et ma petite équipe, c'est Nathan qui m'aide, désormais, régulièrement et formidablement. C'est Raphaël Berland avec lequel je fais notamment les directs et sans doute et les entretiens à venir. Et puis c'est Gabriel, qui est là, derrière moi et m'entoure. Voilà. Donc c'était un peu long, mais il fallait quand même que je revienne parce que je vois qu'il y a des incompréhensions, je dois pas être assez claire dans mes explications. Voilà, alors passons au programme de fond. Le programme de fond, donc, avec un premier point très, très important sur lequel je veux revenir. J'en ai déjà parlé dès le début de Pays Guerre. J'avais fait une émission spéciale sur les doctrines nucléaires, pas seulement russes, mais la nôtre, l'américaine. Voilà, j'avais fait un petit tour d'horizon, et l'anglaise d'ailleurs, la britannique. Là, je reviens là-dessus parce que dans l'ambiance actuelle, n'est-ce pas, où on est tous en train de fourbir nos armes, heu, en Ukraine et pour l'Ukraine prétendument, la Russie a annoncé par la voix du vice-ministre des Affaires étrangères, qu'elle était en train de réviser sa doctrine nucléaire, en disant qu'elle y était poussée par l'escalade, qui est menée contre elle, par ses adversaires, occidentaux, et voilà, qu'elle n'avait pas le choix, bon. Alors, c'est en cours, c'est un processus en cours de révision et d'adaptation. On ne sait pas quand on quand on quand on aura l'issue de ce processus et s'il y aura des changements. Ce n'est pas certain d'ailleurs. Mais évidemment, c'est le point fondamental de la sécurité russe, le point ultime. Et ce qu'on peut sans doute, imaginer déjà, c'est qu'il est très probable que s'il y a une révision, elle visera en fait à abaisser encore le seuil d'emploi, de l'arme nucléaire. Et ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle, parce qu'évidemment, ça rapproche les risques de dérapage, d'escalade, d'incompréhension, surtout dans l'état actuel d'incommunication, n'est-ce pas, entre les parties. Et donc, tout ça n'est pas très bon. Bon, donc la doctrine actuelle russe, elle a été mise en place, enfin, oui, en place, en 2020, par Poutine, bien sûr. Et il faut connaître, je redis ces 4 points parce que c'est très intéressant et important de comprendre et que tout le monde comprenne bien que tout ça n'est pas un jeu. Donc, la Russie se réserve le droit de frapper nucléairement dans 4 cas de figure au stade actuel. Premier cas, si l'ennemi utilise des armes de destruction massive contre la Russie ou ses alliés, voilà, Biélorussie, bon, ou d'autres. Si la Russie a confirmation qu'il y a eu une frappe nucléaire lancée contre elle ou contre ses alliés. Troisième cas de figure, si l'ennemi attaque les dispositifs,
les infrastructures nécessaires pour une réponse russe à une attaque nucléaire, une frappe en fait qui serait préemptive, si vous voulez, qui viserait à désarmer la riposte. Et quatrième cas de figure, qui n'est pas le moindre dans le contexte actuel, à prendre en considération, dans le cas où des attaques conventionnelles, donc pas nucléaires, menaceraient l'existence de l'État russe. Évidemment, c'est ce quatrième point qui inquiète. Et d'ailleurs, le chef de l'école réaliste américaine, le professeur Mersheimer, de l'université de Chicago, que je vous engage tous à écouter, réécouter, comprendre, lire, boire au petit déjeuner, au dîner et même en tisane, a dit récemment que, évidemment, on fait tout un tas de menaces et de discours sur le fait de vouloir la défaite stratégique de la Russie à l'intérieur de l'Ukraine, mais d'une manière générale, de mettre son économie en morceaux, de la détruire, de la démembrer, euh, parce qu'en fait, on veut revenir à l'idée, finalement, à cette période bénie, selon nous, de l'effondrement de l'Union soviétique et de l'effondrement de la Russie post-soviétique pendant les années 90. Mais il ne faut quand même pas oublier, rappelle Mersheimer, que ce pays a 5 500 têtes nucléaires à peu près, hein, donc c'est quand même pas... Voilà. Que si sa survie est vraiment menacée, ou si elle le concevait, si elle le considérait, elle va les utiliser. Hein, voilà, elle peut les utiliser. Donc, il rappelle qu'on est dans ce qu'il appelle un paradoxe pervers, et c'est pas mal dit. Et il dit, mais enfin, personne n'a l'air de se rendre compte qu'en fait, le paradoxe, c'est que plus l'OTAN a de succès en Ukraine et contre la Russie d'une manière générale, plus il est vraisemblable que la Russie peut et pourrait et serait sur le point d'utiliser ses armes nucléaires. Alors, évidemment, quand on entend ça ou quand on lit ça, on peut se rassurer parce que, pour l'instant, en toute logique, c'est quand même pas l'OTAN qui l'emporte sur le terrain et c'est pas l'Ukraine non plus. Donc, pour l'instant, on peut se dire: «Bon, on est sauvés finalement. Tant que la Russie l'emporte, elle ne risque pas, d'avoir besoin, d'utiliser son arsenal nucléaire». Mais c'est sans compter la déraison des impuissants et les impuissants, c'est le camp occidental. Je suis désolée, j'en fais partie, je suis, dans la même situation que tout le monde, mais c'est l'esprit de vengeance qui domine et c'est cet esprit de vengeance, qui est extrêmement dangereux, en fait. Donc pourquoi? Bah, parce qu'on est, depuis 2 ans et demi, en fait, on est dans une escalade graduelle, mais permanente. Heu et désormais, on en est à lever les dernières restrictions, finalement, sur l'usage par l'Ukraine, d'armes de longue portée, qui pourraient vraiment, frapper très à l'intérieur de la Russie, très au-delà des régions frontalières dont on parle aujourd'hui, notamment Koursk, bon, voilà, Belgorod, Bryansk, enfin toutes ces zones. Donc, il y a eu cette incursion de Koursk qui a débuté début août et dont la portée est infiniment plus symbolique et forte quand même, que militaire, puisque sur le terrain, ça se passe pas très fort, pas très bien, pour les forces ukrainiennes. Mais évidemment, Koursk, il faut pas oublier que c'est, le lieu d'une des principales, heu, batailles, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un lieu éminemment symbolique pour les Russes et donc c'est une humiliation qu'il ne faut pas négliger ou qu'il ne faut pas, comment dirais-je? Mal jauger. Voilà. Donc et d'ailleurs Zelensky en est tellement ravi et explique que depuis Koursk, n'est-ce pas, les Américains et les Britanniques et les alliés occidentaux d'une manière générale, enfin ont compris qu'on était capable d'attaquer la Russie, hein, n'est-ce pas? Comme si on n'avait pas,
anticiper les choses, n'est-ce pas? On a besoin de Volodymyr Zelensky pour nous donner des leçons. Et donc il explique que cette espèce de concept naïf des lignes rouges de la Russie peut être mis à mal, n'est-ce pas? Et que c'est vraiment formidable et que tout ça est en train de défaillir et qu'on est vraiment au bord d'une victoire considérable. Bon, de toute façon, quand il raconte ce qui se passe à Koursk, quand il fait le bilan de cette incursion et quand il parle de ce qui se passe dans le Donbass, il est à un tel niveau de mensonge patent, militaire, d'ordre militaire sur la réalité de la situation de ses forces et aussi politique qu'il faut sans doute ne pas forcément accorder trop d'intérêt à ce que peut dire Zelensky. Mais bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que depuis juin d'ailleurs, parce qu'il y avait déjà eu, Poutine en a déjà parlé de la doctrine nucléaire en juin au Forum de Saint-Pétersbourg, où il avait expliqué que ce n'était pas un texte figé, que c'était un instrument vivant et que selon ce qui se passait autour de la Russie, eh bien, la Russie pouvait être amenée à faire évoluer cette doctrine nucléaire. Bon, et il faut se souvenir aussi que toujours au mois de juin, hein, si je me souviens bien, il y avait eu des exercices tactiques nucléaires, d'armes nucléaires russes menés par Moscou et par la marine russe aussi, enfin, aux frontières, dans un district militaire, dans une province, dans une partie du territoire russe qui borde en fait des pays de l'OTAN, hein, qui bordaient la Finlande, la Norvège, la Pologne et les Baltes, bon, les pays baltes. Donc voilà, 5500 têtes nucléaires qui sont mises avec des vecteurs de toute nature, hein, ils ont tous les types de vecteurs, hein, ils sont une belle triade, nous on n'en a plus que deux types de vecteurs, eux ils ont les bombardiers, ils ont les sous-marins, ils ont qui lancent des missiles, ils ont bien sûr des bases terrestres hein, qui peuvent lancer des missiles nucléaires. Donc tout ça, et en plus tout ça est mis à jour et mis, non pas au goût du jour, mais est mis à jour très régulièrement. Donc c'est les nouvelles versions de ces armements et de leurs vecteurs qui sont aujourd'hui en place. Voilà. Et donc Mearsheimer termine, son intervention, son écrit, en disant que quand on a affaire avec une grande puissance rivale qui est armée jusqu'aux dents, c'est son expression, avec des armes nucléaires qui sont dirigées contre vous, qui vous ciblent, et que vous ne pouvez pas la pousser dans un coin, hein, vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas en plus la mettre dans une situation où elle se sente acculée et désespérée, parce que là, elle risque de faire usage de ces armements. Donc, il ne faut pas, dit Mearsheimer, et je suis entièrement d'accord, il ne faut absolument pas menacer sa survie parce que, voilà, on ne sait pas à quoi on s'expose. C'est une évidence, hein. Pas besoin d'avoir fait de la physique nucléaire pour comprendre ça. Donc, on est vraiment dans une situation où, en fait, on se rend compte que les capitales occidentales, et notamment Washington, bien sûr, l'establishment de la sécurité washingtonien est dirigé par des extrémistes et par des interventionnistes fous, en fait, fous furieux, si vous voulez, qui ont perdu un peu la notion du réel, de la raison. Voilà, malheureusement, ce n'est pas les réalistes qui dominent, et ce serait bien que ça change d'ailleurs. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on voit bien dans cette escalade qui se poursuit que toute l'approche occidentale, hégémonique et de maintien de son hégémonie est plus inadaptée que jamais à l'état des forces en présence, à l'état du rapport de force qui n'est plus du tout celui de la fin des années 90. Voilà. Bon, ça c'est mon deuxième point. Donc, qui commence. Et mon deuxième point, c'est donc un point de situation un peu politico-militaire. Alors, récemment, le ministre ukrainien de la Défense, Umerov, et le directeur de cabinet en fait, de Zelensky, le directeur
du bureau présidentiel, de l'administration présidentielle, Yermak, qui sont un peu les deux fous, les deux fous dangereux, n'est-ce pas, qui entourent le président Zelensky, se sont retrouvés à Washington, sont allés voir leurs amis et ont même diffusé, un certain nombre de cibles, une liste de cibles qu'ils voudraient bien atteindre en Russie, n'est-ce pas? Et voilà, ils ont essayé de leur vendre, en fait, l'escalade et surtout, les décisions, les dernières, les ultimes décisions, n'est-ce pas, de lever les ultimes restrictions contre l'emploi d'armes de longue portée, sur la profondeur du territoire russe. Donc bon, le scénario dont j'ai déjà parlé dans la précédente Mondoscopie et même auparavant, qui est, pour Zelensky, bah, de pousser au maximum pour faire en sorte que les Américains soient obligés d'y aller, que l'OTAN soit obligée d'y aller et que l'on sauve son petit pouvoir et les flots d'argent, qui vont avec. Tout cela, ne semble plus vraiment faire de doute, donc il y a c'est quand même fou. Ils sont allés donner des listes de cibles, OK? Alors, ce qui est c là où on peut se dire comme d'habitude, c'est toujours la même chose aux États-Unis, c'est ça va, ça vient, ça fait mine de changer. C'est très difficile de voir la ligne permanente, heu, qui qui est cachée en fait derrière, les soi-disant hauts et bas, de l'administration en place. Heu, Quand même là, sur ce coup-là, je pense que Zelensky est bien compris par ses interlocuteurs washingtoniens et que les Américains quand même, ont peur d'aller un peu trop loin. Donc il y a toute l'affaire des ATACMS, ces missiles et là les Américains, d'abord ont commencé, par dire que ça servait à rien de livrer plus d'ATACMS parce que la Russie avait déjà déplacé toutes ses cibles d'intérêt, au-delà de la portée des ATACMS et que donc ça ne servirait pas, par exemple, à détruire, les avions qui lancent les bombes planantes qui font tellement de dégâts en Ukraine. Bon, donc ils ont commencé par dire ça et puis ensuite ils ont dit: «Bah, écoutez, en fait, on n'en a plus et puis les construire, prend beaucoup de temps». Et donc et même à la fin, il a quand même, certains ont quand même dit ou fait comprendre que si l'Ukraine continuait, sur ce chemin de la fuite en avant extrêmement dangereuse, bon, bah, l'Amérique, cesserait, des fournitures non seulement d'ATACMS mais aussi d'autres armements, voilà. Alors évidemment, l'argument qui est toujours donné, c'est: «On n'en a plus, les stocks sont vides, ce qui nous reste, on doit le garder pour nous. Enfin bon, vous avez tout dépensé et tout gaspillé et tout perdu», à vrai dire. Bon, donc on est dans un l'Ouest fait mine de croire, si vous voulez, dans cette escalade, à une fausse équivalence et ça, c'est très important de comprendre ça. L'Ukraine n'arrête pas de dire: «Mais enfin, nous sommes désavantagés, nous sommes mis forcément en position d'infériorité parce qu'on ne peut pas frapper la Russie sur ses arrières, opérationnelles, sur ses arrières, l'arrière des opérations et sur sa profondeur stratégique». Bon, heu, mais le problème, c'est qu'en face, les arrières de l'Ukraine, qu'est-ce que c'est? C'est le territoire de l'OTAN, en fait. La profondeur stratégique de l'Ukraine, c'est le territoire de l'OTAN. C'est la Pologne, c'est l'Allemagne, c'est la Roumanie. Donc jusqu'à présent, la Russie, elle, ne frappe pas l'arrière des positions ukrainiennes. Elle ne va déjà pas jusqu'au bout en Ukraine, mais elle ne frappe pas l'arrière des positions ukrainiennes. Donc, je dirais qu'il y a une relative équivalence, pas du tout de moyens, pas du tout, en termes de troupes, bien sûr, mais il y a une manière de considérer les arrières, assez équivalente. Si demain, heu, l'Ukraine frappe, l'arrière et les bases logistiques arrière de la Russie, bah, la Russie, qu'est-ce qu'elle va faire très logiquement? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire très logiquement? Et c'est peut-être ça et c'est même certainement ça d'ailleurs, que Kiev attend.
c'est qu'elles se mettent à frapper, par exemple les bases polonaises, les bases de la frontière polonaise là, où l'Ukraine, met ses propres, réserves, ses propres réserves d'armement, ses propres fournitures, ses propres, matériels. Voilà, donc on est si vous voulez, le fait qu'on interdise encore, même si on a fourni ces armes à l'Ukraine, mais qu'il y a encore des restrictions sur leur emploi dans la profondeur et en tout cas qu'on ne donne pas, d'armes, de longue portée à la Russie, c'est en fait le dernier petit bout, la dernière petite, le petit verrou qui empêche, à l'escalade de dérailler complètement. Voilà. Donc c'est quand même assez inquiétant. Heu et nous, on fait mine, bien sûr, de ne pas voir cette équivalence, hein. Je veux vous parler de quelques signaux importants qui sont des signaux, à mon avis, assez inquiétants. Est-ce que ce sont des signaux parce qu'ils sont relevés par des sources occidentales? Donc est-ce que c'est de la désinformation occidentale? Visant à se faire peur et visant à pouvoir justifier d'autres réactions de notre part. C'est possible, mais il se peut aussi que ce soit, véritable. Donc je vous les livre un peu en l'état, sous réserve de confirmation et si on en a des confirmations, en tout cas, raisonnables, à un niveau raisonnable de crédibilité, je vous en ferai part dans les prochaines émissions. D'abord, il y a une, station militaire radio qui était en sommeil, qui avait été désactivée, importante, qui, vient d'être manifestement réveillée et émettrait de nouveau. Alors c'est une station un peu particulière, qui s'appelle UVB 76, qui était active avant, l'opération militaire spéciale, donc avant 2022, mais qui s'est donc réveillée, très récemment. Ce qui est intéressant de savoir sur cette, station militaire, c'est un petit point de détail, mais pas tant que ça, c'est qu'elle émet sur ondes courtes. Donc, ça veut dire qu'elle peut en fait transmettre des messages sur de très, très longues distances. C'est-à-dire dans toute la Russie et au-delà, à vrai dire. Donc, est-ce qu'il s'agit de réveiller les agents russes en Europe, pour ceux qui ne le seraient pas encore? Est-ce que, ce serait, c'est ce que disent les Britanniques, un élément du dispositif russe, Périmètre, qui est le dispositif d'alerte nucléaire russe, qui est un dispositif de main morte, hein, c'est-à-dire, peut se déclencher si le signal est interrompu et ça peut déclencher le lancement de missiles intercontinentaux. Bon, ne vous angoissez pas, hein, je vous dis des choses qui ont l'air comme ça inquiétantes, mais il faut les regrouper. D'abord, il faut les vérifier totalement, heu, mais on ne peut pas faire semblant d'ignorer tous ces points. Voilà, et parce que, ce que l'on est en train de faire, c'est détériorer l'atmosphère globale, créer de l'incertitude pour la Russie, de plus en plus d'incertitude, sachant qu'il n'y a plus de dialogue, plus de communication, plus de confiance, qu'on est même en pleine défiance, et donc dans un contexte d'escalade comme celui qu'on vit, il n'est pas illogique non plus, que la Russie, cherche à réactiver, d'anciens systèmes d'alerte ou oui, enfin de mise en place, de réveil de ces réseaux et d'alerte, de mise en alerte de ces systèmes nucléaires, par précaution. Donc voilà, si cette radio, est bien de nouveau active. Bon, par ailleurs, en parallèle, les canaux les canaux secrets, mais directs, qui étaient encore maintenus entre Kiev et Moscou de communication, viennent d'être, officiellement en tout cas, fermés, à l'initiative de Kiev, bien sûr. Ensuite, la CIA a rapporté, récemment, des éléments, qui auraient été repérés sur le transport par les Russes, par le ministère de la Défense russe, de matériel nucléaire en Crimée. Ça, c'est pas non plus rien. Voilà. C'est
parce qu'en fait, enfin bon, voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Et enfin, dernier point d'alerte, la Russie serait en train de déployer au nord de Moscou la dernière version de son missile nucléaire Bourevestnik, celui qu'on appelle, que l'OTAN appelle Skyfall, hein. Euh, donc, voilà, la Russie envisagerait de les déployer au nord de Moscou. Et ça, c'est très inquiétant. Parce qu'en fait, ce missile, c'est un missile qui a un profil de vol très particulier, avec une portée intercontinentale, mais il n'est pas intercontinental, c'est un missile de croisière, et il peut voler à très très basse altitude. Alors évidemment, c'est un article de Reuters qui parle de ça. C'est une source ouverte, bien sûr, qui explique que de toute façon, ça ne change rien que les Russes fassent ça, parce que c'est redondant avec le Sarmat qui est un missile intercontinental, hein, bon, de portée intercontinentale. Et que donc, en fait, voilà, c'est juste la même chose en un peu plus petit, ça ne change rien, c'est pas un game changer. Je pense que, enfin, en tout cas, les analystes que l'on peut lire disent que c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait vrai, comme d'habitude, on fanfaronne un peu, parce que la capacité de vol, enfin la distance parcourue par ce missile est très importante, est de l'ordre de 25 000 kilomètres, mais il est capable d'échapper à des systèmes radars, étant donné que c'est un missile de croisière et qu'il peut voler extrêmement bas. Donc, c'est un type de menace tout à fait particulier que ce type d'arme porte. Imaginons que les États-Unis et la Russie entrent en confrontation, ce qu'à Dieu ne plaise, et que la Russie lance un missile intercontinental, Sarmat par exemple, ou pas, ou même pas un nucléaire, hein, même pas un missile nucléaire, ça peut être un missile intercontinental. Il serait détecté par les satellites américains, les satellites spéciaux, enfin, qui sont faits pour détecter ce type d'armement, ce type d'action, et ça pourrait pousser les États-Unis à initier une frappe nucléaire en retour, parce qu'il assumerait le fait que ce missile est armé nucléairement. Mais le Bourevestnik, c'est autre chose. Ça permet à la Russie de lancer une attaque de missiles de croisière à très basse altitude, autour de la planète entière, vu sa portée, avec des angles de pénétration très, très peu ordinaires, et surtout à des endroits où les États-Unis sont très mal défendus. Par exemple, si ce missile arrivait du Pacifique Sud, là où le bouclier américain antibalistique n'est pas extrêmement développé, parce qu'en fait, les Américains considèrent que les attaques devraient venir prioritairement de l'Arctique. Bon. Donc ça, imaginez une frappe d'un missile comme ça, qui frappe pas des populations, hein, qui frappe des usines américaines d'armement, par exemple, pour casser un potentiel de projection américain, voilà, pour juste détruire la production américaine d'armement. Donc c'est quand même... alors, on ne connaît pas la portée exacte de ce Bourevestnik. On dit que c'est 15 000 milles, pardon, 15 000 milles. Donc, c'est ça, c'est autour de 23-25 000 kilomètres, enfin, à peu près. Mais si vous prenez une map monde et si vous regardez la route dont je vous parle, c'est-à-dire ça partirait de la Russie, ça irait vers le Pacifique et ça reviendrait par le sud Pacifique vers les États-Unis. Eh bien, on arrive à ces distances-là.
C'est tout à fait possible. Donc, voilà, j'en finis un peu, c'est le début, c'est mon deuxième point, mais c'est un point qui est lié au premier parce qu'évidemment, c'est un contexte. Pour le reste, au plan militaire, bah, ça se passe toujours extrêmement mal pour les Ukrainiens, que ce soit d'ailleurs à Koursk, ou que ce soit dans le Donbass, ou que ce soit à Kharkov. Donc voilà, Pokrovsk, Donbass, Vuhledar, Toretsk, Chasov-Yar, et puis les attaques reprennent à Lugansk et à l'est de Kharkov. Toujours les mêmes problèmes, pas assez d'hommes, pas assez de munitions, un rapport entre les forces ukrainiennes et les forces russes qui est irrattrapable, Enfin, ce sont les soldats ukrainiens, les commandants ukrainiens interrogés qui le disent. C'est de 1 à 5. Donc, que voulez-vous faire là-dessus? Même si on a encore bon moral, même si on ne veut pas se rendre, mais il y a tout un tas d'endroits où les forces ukrainiennes se retirent et se retirent tellement vite qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu d'ordre euh, voilà, pour ne pas aller au casse-pipe inutilement. En tout cas, il faut savoir que les réserves russes en direction de Pokrovsk, qui est leur prochain objectif assez clairement, sont plus importantes que celles qui avaient été engagées à Bakhmout. Donc c'est quand même assez lourd. Et l'idée de certains observateurs militaires, c'est que la Russie, en allant vers Pokrovsk, en prenant Pokrovsk, ce qui pourrait arriver dans l'automne, pourrait atteindre l'arrière de la ligne de front dans l'oblast de Zaporizhia. Donc, évidemment, je n'ai pas de carte, mais ça, c'est aussi une des prochaines choses que nous allons mettre en place. Voilà, c'est pour vous expliquer qu'en fait, les Russes sont en train de parfaire leur offensive sur tout le front du Donbass, sur tout le front, tous les 4 oblasts, en fait, plus Kharkov, plus Kharkov. Voilà. Et tout en stabilisant l'incursion à Koursk. Bon, il y a des combats, hein, il y a des pertes, ça ne veut pas dire que tout se passe très facilement, etc. Mais on est quand même très très loin du fait de guerre victorieux qu'on nous vend sur les plateaux, du retournement de la situation militaire en faveur de l'Ukraine, enfin du narratif ukrainien qui est délirant, que même les Américains et les Anglais ne suivent plus, puisqu'il y a un certain nombre d'articles dans la presse britannique notamment qui ont dit la diversion qui a été tentée par les forces ukrainiennes à Koursk pour essayer d'affaiblir les positions russes dans le Donbass est un échec patent. Donc voilà, il faut quand même, avoir un minimum de sincérité et d'honnêteté dans ce qu'on peut dire. Bon, il n'y a que Zelensky, évidemment, hein, qui lui continue à dire beaucoup de choses, continue à expliquer aussi que... D'ailleurs, il explique une chose qu'on a un peu oubliée, qui avait été dite au tout début, mais assez discrètement, c'est qu'au début de l'incursion de Koursk, les Russes, notamment avec la prise de ce gros bourg là, de Souzda, cherchaient à casser en fait l'approvisionnement de gaz russe qui se poursuit vers certains pays européens, et que ça, c'est aussi un objectif. C'est-à-dire que l'Ukraine cherche à affaiblir l'économie européenne pour que les Européens, sans doute, n'aient plus d'autre choix que de se lancer dans l'aventure plus encore. Et évidemment, on pense à des pays assez dépendants du gaz russe, notamment la Hongrie et la Slovaquie. Bon. Dont je vous ai expliqué que les dirigeants actuels ont une vie dangereuse, n'est-ce pas, puisqu'on essaie d'attenter carrément à leur existence. Donc, pendant ce temps, l'Europe, toujours, va très mal. Je ne parle même pas de politique interne, je n'en parlerai pas. Mais si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, elle est en pleine désindustrialisation, mais vraiment, c'est très, très grave.
C'est vraiment très grave ce qui se passe. Et puis, il y a surtout, un certain nombre d'incidents de sabotage, apparemment de sabotage, mais des incidents étranges qui se multiplient, et qui touchent, notamment des usines d'armement. C'était le cas il y a déjà quelques mois. Mais enfin, on observe beaucoup, les Allemands et les militaires allemands aussi observent des drones, parce que maintenant, c'est pas seulement sur les usines allemandes, sur certaines usines notamment qui fournissaient des armements à l'Ukraine, heu, en Allemagne, mais c'est aussi, sur, certaines emprises militaires, certaines bases militaires, certains terrains d'entraînement, certains voilà. Donc ça fait déjà, quelque temps que ça dure, mais ça ne faiblit pas, et ça se fait par des drones qui sont repérés, voilà. C'est aussi, sur des usines, de gaz naturel, liquéfié, des usines chimiques, c'est sur, une usine nucléaire, allemande. Enfin, il y a tout un tas quand même d'activités extrêmement bizarres, qui ont lieu en Allemagne et qui laissent penser qu'il y a une sacrée surveillance, peut-être, ennemie là pour le coup, peut-être russe ou à l'initiative russe ou d'inspiration russe ou au profit des Russes, je n'en sais rien, qui se font. La semaine dernière, il y a eu une alerte, même sur une base de l'OTAN à Geilenkirchen, une alerte qui est montée au niveau 2, heu, voilà, pour une attaque possible. Bon, quel type de menace? On n'en sait rien, ça n'a pas été rapporté, mais ça a été surtout nié très, très vite et d'une manière un peu trop rapide, pour être, pour n'être pas suspecte. Voilà, donc il y a aussi, bon, heu, enfin, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer, en fait, en Europe, et je pense que la Russie a à cœur de faire sentir aux Européens que, bah, voilà, il y a une sorte, non pas de réciprocité, mais voilà, de réponse d'une certaine manière, aux ingérences, innombrables que nous tentons de notre côté, et que voilà, l'idée de dire: «Mais nous aussi, on sait ce que vous faites, on sait où vous en êtes, on peut aussi taper, certaines de vos infrastructures civiles importantes, vous n'êtes pas à l'abri, en fait, vous n'êtes pas à l'abri». Et c'est d'ailleurs, dans mon troisième point, je rappellerai que c'est ce qu'a dit, Lavrov en parlant, des États-Unis. Donc on est vraiment, dans une situation économique en Europe très, très grave, très, très grave, alors que l'Amérique, elle, s'en sort plutôt bien finalement. Alors ça se traduit dans les urnes. Vous avez sans doute vu qu'il y a eu des élections dans 2 landes, allemands, ce week-end, et que l'une a été remportée par le parti, de droite extrême, la AfD, et la deuxième, c'était la Saxe. L'AfD est arrivée en deuxième position, donc c'est aussi, on peut dire que c'est l'extrême droite, que c'est les heures sombres de l'Europe qui reviennent, et cetera. On peut aussi se dire que, l'électorat allemand, commence peut-être à avoir conscience de la folie dans laquelle, ses dirigeants le mènent. Je ne sais pas, faut voir. Donc voilà, ça c'était mon deuxième point pour dire que tout ne va pas très bien, ni sur le front ukrainien, ni sur le front européen. Troisième point qui sera plus court, donc c'est Sergueï Lavrov qui a reçu son homologue yéménite, et vous savez que le Yémen est très engagé dans la lutte, contre Israël, en fait, et pour interrompre et gêner, le trafic maritime, en mer Rouge. Donc ce qui est intér il y a quelques points à relever dans ce discours de Lavrov, qui sont bons. Bon, évidemment, ça commence toujours de la même manière: «Nous sommes des amis, nous allons développer le commerce bilatéral, les échanges, entre nos étudiants. Nous avons longtemps formé les élites, yéménites, militaires et civiles, et cetera, du temps de l'Union soviétique. Donc nous allons recommencer, nous allons» bon,
questions de commerce, questions économiques, questions scientifiques, questions de coopération technique, et cetera, et cetera, et cetera. Tout un programme de visites. Donc, les va-nu-pieds du Yémen ont des amis puissants, on va dire ça, hein, voilà. Et ils ont aussi parlé, bien sûr, des aspects militaires, heu et la collaboration, sans doute, s'étend aussi dans ce domaine, même si, ça a été, comment dirais-je, traité d'une manière assez diplomatique. Bon, Lavrov, en fait, ne soutient pas, c'est intéressant de le mentionner, officiellement, en tout cas dans ce discours, l finalement ce que fait le Yémen en tant que tel, au Moyen-Orient contre Israël. Il a dénoncé bien sûr, l'attaque du 7 octobre, mais il a rejeté aussi la légitimité, de la réponse d'Israël qu'il trouve, totalement contraire au droit humanitaire international. Et en fait, lui, que ce soit sur le Yémen, que ce soit sur tout d'ailleurs, heu, il appuie évidemment sur, la nécessité de revenir à des médiations, notamment celle des Saoudiens, notamment celle des Omanais, qui avaient essayé de le faire, mais tout ça avait été interrompu évidemment avec le 7 octobre, puisqu'il y avait cette guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen, hein, depuis 2015. Donc ça commençait à se stabiliser en fait en 23, parce que l'Arabie saoudite avait compris, je pense qu'elle n'avait pas grand-chose à gagner à poursuivre cette, cette ligne. Mais donc, Lavrov après, commence à parler du Moyen-Orient et là, il est très clair quand même, donc en expliquant que certes, le 7 octobre, certes une réponse militaire, mais que là, on n'est plus dans une réponse militaire, on est dans une punition collective et que ça, non seulement évidemment ça va, contre tous les canons humanitaires, mais c'est contraire, à la lettre et à l'esprit de la Charte des Nations unies, et donc et donc heu et donc il faut revenir à une médiation et il faut surtout que ce qui se passe à Gaza cesse. Il parle aussi bien sûr, alors il parle enfin il parle à mots couverts de l'activité des Yéménites et il explique que ça n'est pas parce qu'il ne trouve pas que la réponse armée des Yéménites, n'est pas bonne, que celle des Américains et des Britanniques, est meilleure. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu une opération, justement après les actions des Houthis yéménites, il y a eu une opération militaire décidée par les États-Unis et les Britanniques, à la fin de l'année dernière, pour essayer d'enrayer en fait cette menace contre le commerce international. Ça n'a pas marché. Ils sont repartis un peu la queue entre les jambes. Mais Lavrov critique vertement cette manière de faire, et notamment les missiles lancés sur le territoire yéménite, les opérations militaires contre le Yémen lui-même. Voilà. Donc il revient à Gaza et il explique que la violence doit cesser immédiatement, et évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'aide humanitaire doit être multiplié, comme il dit, double, tripled and even decoupled. Donc voilà, il met l'accent sur le fait que le sujet à Gaza aujourd'hui, c'est le désastre humanitaire qui est visible aux yeux de tous. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas oublier, qu'il faut oublier les problèmes diplomatiques de fond et les problèmes politiques de fond. Et pour lui, les problèmes politiques de fond, c'est quand même créer un État palestinien dans les frontières de 1967 qui puisse coexister de manière pacifique avec Israël, comme disent et redisent des dizaines et des dizaines de résolutions des Nations Unies,
de l'Assemblée générale comme du Conseil de sécurité d'ailleurs. Donc, en fait, après, son discours devient encore plus intéressant parce que ce qu'il explique, c'est que, en fait, il met le doigt sur le 2 poids 2 mesures et moi, j'ai tendance à penser qu'on ferait bien d'écouter un peu plus, hein. Il n'y a pas besoin d'être porte-parole du Kremlin. Il suffit de lire sur le site du Kremlin, tout simplement. Il y a un certain nombre d'interventions chaque jour, comme sur les sites de toutes les grands pays d'ailleurs, qui sont données. Et moi, je vous conseille d'y aller. C'est en anglais, c'est facile. Ça peut même être traduit certaines fois dans d'autres langues. On apprend quand même beaucoup de choses sur l'état d'esprit de la Russie, et je suis désolée que ce soit un adversaire, un ennemi, un ami, il faut quand même les connaître, hein, et le connaître, cet état d'esprit. Et donc là, il rappelle, évidemment, en parlant de l'Ukraine, mais ça touche aussi la Palestine, mais ça touche tout un tas de conflits dans le monde, qu'il y a un gros problème, pour dire le moins, entre certains sujets relevés, quand ça nous arrange, par nous, euh, concernant la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la non-ingérence, l'intégrité des frontières, l'intégrité territoriale, la souveraineté, etc. Bon, ça c'est vrai, ça compte, c'est important, mais il y a aussi d'autres choses qui comptent. Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y a aussi, surtout, comment dirais-je, les droits humains, en fait. Et évidemment, quand il parle de ça, il parle de quoi? Il parle de l'Ukraine, il parle de ce qu'ont vécu les populations du Donbass à partir de 2014, qui est pour lui, en fait, le socle de la légitimité de l'intervention russe en février 2022, qui nous paraît parfaitement illégale et qui, à lui paraît parfaitement légale et légitime. Et légitime, à ce titre-là. Voilà, et même donc au titre de l'article, je ne sais plus si c'est l'article 51 de la charte, je ne sais plus jamais, mais voilà. Donc, après, on lui parle évidemment des dernières tentatives ukrainiennes de parler d'une négociation, mais à sa main, hein, et notamment aussi du feu vert recherché par Kiev pour l'usage des Storm Shadow, des missiles Storm Shadow, pour cibler Moscou et Saint-Pétersbourg, afin, soi-disant, de forcer Moscou à négocier. Bon, là, il est clair, c'est du chantage. Bon, ils cherchent la bagarre, et ils sont surtout, dit-il, parce que Sergueï Lavrov ne manque pas d'humour, ils sont surtout comme des enfants qui jouent avec des allumettes et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont sur le point de mettre le feu. C'est complètement ridicule. Il explique qu'à sa connaissance, les États-Unis ne seraient pas contre autoriser ce type d'armement, que l'ambiance est plutôt positive à Washington, mais qu'évidemment, il s'arrêtera là, mais enfin, voilà, on peut comprendre pourquoi les Russes prennent un certain nombre de mesures, pourquoi ils sont en train de réviser leur doctrine nucléaire. Voilà, après on lui parle un peu de Dourov. Bon là, c'est une tirade anti-française assez claire, assez nette, où il explique que vraiment les relations entre Moscou et Paris sont au plus bas historique, et qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose finalement, et que ça tient entre autres sujets à la position de la France s'agissant de la liberté d'expression. Et évidemment, là, il fait référence à la perte des accréditations de RT, de Sputnik. Enfin, il recontextualise toujours en fait les questions qui lui sont posées, en expliquant qu'ils ont essayé à l'époque de trouver un modus vivendi, d'avoir des contacts à l'Élysée, etc. Et que, comme le président français est resté inflexible, eh bien, voilà. La France qui, à l'époque de la fin de l'histoire, comme il dit, et de Francis Fukuyama, au moment de la Charte de Paris en 1990, à Paris, de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,
avait beaucoup insisté sur le fait que la Russie devait, se préoccuper de liberté d'expression et s'assurer que c'était bien le cas chez elle, eh bien la France, désormais n'en parlait plus trop, n'est-ce pas? Surtout depuis que la Russie avait repris un peu de muscle et un peu de couleur, hein, donc depuis, en gros les années, fin des années 2000, et que désormais plus personne ne parlait trop de liberté d'expression et que voilà, il laisse entendre que, à vrai dire, ce n'est plus vraiment notre sujet, y compris dans nos grandes démocraties. Heu, il pense que pour ce qui concerne, l'affaire Pavel Dourov, il y a d'autres médiateurs, peut-être, d'ailleurs les Émiratis, puisque Pavel Dourov est aussi, heu, a aussi cette nationalité-là. Hem, bon et il termine cette grande intervention, sur Israël, en revenant sur Israël et en expliquant qu'évidemment il faudrait un cessez-le-feu, mais que personne n'a l'air de le vouloir pour différentes raisons. Et là, il fait référence à Israël et notamment au fait qu'Israël attendrait en fait l'élection américaine pour qu'après l'élection américaine et le retour possible de Trump, eh bien, elle ait un blanc-seing pour finir, ce qu'elle considère devoir finir, sachant que l'état-major, militaire israélien lui-même considère qu'il n'y a pas de fin possible et il n'y a pas d'éradication totale possible de l'ennemi, si tant est que ce soit le Hamas. Voilà. Donc, on en est là. Ce discours est intéressant, il y en a d'autres d'ailleurs, mais ça, c'est assez récent et je pense que nous devrions, comprendre la manière dont la diplomatie russe fonctionne, y compris dans des conditions de guerre comme celle-ci, de guerre larvée, littéralement avec l'Europe et avec l'Amérique. Parce que même à supposer qu'on se décide véritablement à avoir un ennemi russe, au sens propre du terme, il est quand même très, très important de savoir comment il pense et ce qu'il raconte. Voilà, je termine, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner si vous le souhaitez, de nous soutenir si vous le souhaitez et je vous retrouve donc avec des émissions, qui seront diffusées comme d'habitude, heu, la semaine prochaine, même si, ce ne sera pas tout à fait dans les mêmes conditions. Merci beaucoup chers amis, bonne soirée. Au revoir.